Maintenant, sur notre communication. Tout commença ce 13 janvier 1963, à propos duquel Eyadema expliqua sans honte ni remords à un journaliste du magazine Times, le 25 janvier 1963, soit 12 jours après l'événement, sa version de l'assassinat de Sylvanus Olympio, président de la République togolaise, aux aurores de ce jour. Il ne pouvait pas rester là-bas, il y aurait eu des manifestations, il ne voulait pas bouger, je l'ai tué. Là-bas, c'était l'ambassade des États-Unis, où, nous le savons tous, Sylvanus Olympio s'était réfugié. De là se dégage un premier constat. Comme il a lui-même reconnu, et s'en est régulièrement vanté depuis, Etienne Gnassingbé Eyadema est un assassin. Il aurait avoué à ses proches avoir commis cet assassinat pour 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA pour la vie d'un homme, président démocratiquement élu de la jeune République togolaise, dont l'indépendance a été proclamée le 27 avril 1960. Mais se pose une question. Si la responsabilité d'Eyadema est ainsi clairement établie, une autre responsabilité mérite d'être posée. Qui était le commanditaire de cet assassinat et pourquoi? À cette question, comme a eu à le souligner avant nous un autre intervenant, l'histoire répond que c'est parce qu'il s'alliait de plus en plus aux puissances anglo-saxonnes, USA, Allemagne, Angleterre, etc., contre les intérêts français, mais surtout parce qu'il était en train de frapper une monnaie nationale, mesure de souveraineté nationale considérée par la puissance française comme lourde de conséquences pour la préservation de ses intérêts dans l'ensemble de ses ex-colonies d'Afrique, que Sylvanus Olympio fut assassiné. L'histoire répond également que le putsch au cours duquel il fut assassiné a été organisé par les réseaux du tristement célèbre chargé des affaires africaines et malgaches Jacques Foccart, c'est-à-dire par le gouvernement de Charles de Gaulle lui-même. Le mort saisit le vif. Monsieur le Président du Présidium, Mesdames et Messieurs les membres du Présidium, Mesdames et Messieurs les participants à la Conférence nationale souveraine du Togo, peuple togolais qui suit nos travaux grâce aux médias, nous voici donc réunis depuis le 8 juillet en cette Conférence nationale souveraine conquise de haute lutte par notre peuple. Une conférence nationale souveraine qui, s'inscrivant dans la chaîne des conférences nationales en Afrique, pour un renouveau démocratique continental et international, a une double signification en interrelation dialectique. Marquez d'abord que notre peuple renoue avec l'histoire du combat pour l'indépendance immédiate à Blodé et la victoire électorale du 27 avril 1958, où le Togo fut le premier pays à dire non au maintien de la domination coloniale dans les colonies françaises du continent africain. À partir de là ensuite, marquez un nouveau point de rupture et un nouveau départ par rapport au mouvement qui se développe actuellement sur le continent africain et dans le monde, en liquidant le régime d'oppression et d'exploitation qui domine notre pays depuis 25 ans. Et c'est bien pourquoi notre conférence nationale souveraine pose problème aux puissances étrangères. Monsieur le Président du Présidium, Mesdames et Messieurs les membres du Présidium, Mesdames et Messieurs les participants à la Conférence nationale souveraine du Togo, peuple togolais qui suit nos travaux grâce aux médias, devant la gravité des menaces qu'on fait peser sur la lutte pacifique de notre peuple, nous ne pouvons nous taire. C'est pourquoi nous prenons nos responsabilités en tant que parti. En informant la Conférence nationale souveraine du contenu des discussions d'une rencontre qui a eu lieu ce lundi 5 août à la pause de 17h30 dans ce même hôtel du 2 février entre l'ambassadeur de France et à sa demande et un certain nombre de partis politiques, ceux en présence de l'ambassadeur d'Allemagne. Au cours de cette entrevue,
l'ambassadeur de France indiqua en substance qu'il a eu un entretien de 4 heures de temps avec Eyadema Appiah dimanche dernier. Il aurait essayé en vain de le convaincre de démissionner, tant les charges portées contre lui au cours de la conférence nationale souveraine étaient par trop accablantes. Avec obstination, Eyadema aurait refusé de démissionner. En conclusion, l'ambassadeur demandait aux partis de ne pas demander lors de leurs interventions la démission d'Eyadema, disant qu'il valait mieux le maintenir au pouvoir pour ne pas connaître ce qui est arrivé au Libéria. Mais l'ambassadeur, après avoir indiqué que la conférence nationale togolaise était exemplaire et que de ce fait, le monde entier la suivait avec attention, déclara qu'il ne fallait pas créer un précédent en Afrique en destituant Eyadema dans le cadre de cette conférence. Il ajouta que pour sa part, la France ne pourrait rien faire si Eyadema organisait au Togo des massacres en réaction à sa destitution et que son gouvernement ne reconnaîtrait désormais que des régimes issus d'élections régulières. Une organisation présente fit notamment remarquer qu'il n'existait pas au Togo deux factions armées qui s'affronteraient pour la conquête du pouvoir, mais un peuple résolu à écarter de la gestion des affaires publiques un assassin et un voleur qui a initié la série des coups d'État qui s'est généralisée à toute l'Afrique. Nous tenons à dire ici solennellement que si la situation togolaise dégénérait en massacre à la libérienne, c'est que le gouvernement français l'aura voulu et en aura ainsi décidé. Devant l'histoire, il en sera tenu pour le premier responsable. Nous affirmons clairement que ce sont les autorités françaises qui ont porté au pouvoir cette dictature. Et ce sont encore eux qui l'ont principalement surarmée pendant 25 ans. Alors nous posons la question, la France cherche-t-elle la décomposition du Togo? Ne pense-t-elle pas qu'il faut arrêter les horreurs et les chaos auxquels on conduit son soutien à cette dictature pendant 25 ans? Nous précisons que poser cette question n'est pas faire preuve d'hostilité à l'endroit du peuple français. À ce propos, nous rappelons simplement ce qu'écrivait dans une lettre ouverte à François Mitterrand, président de la République française, au lendemain des événements du 5 octobre, le collectif des organisations et démocrates togolais constitué dans l'immigration en France, où nous étions alors et dont nous faisions partie, et nous citons, « Nous précisons que pour autant, nous n'avons aucun ressentiment à l'endroit du peuple français, auprès de qui nous avons toujours trouvé, particulièrement chez les démocrates et organisations démocratiques de ce pays, un soutien actif à la cause du respect des droits de l'homme au Togo. » Fin des citations. Nous renouvelons encore solennellement ici la mise en garde que nous adressions dans la même correspondance à François Mitterrand, insistant auprès de lui sur le fait que le respect du droit de notre peuple à disposer de lui-même doit être garanti. Nous en appelons au peuple français et au peuple du monde pour que par leur action, ils empêchent que notre pays soit précipité dans le désastre. Nous proposons que la conférence adopte une déclaration à faire publier dans les journaux de certains pays étrangers, remerciant les peuples, organisations, militants et démocrates qui, de par le monde, ont soutenu la cause du combat pour le respect des droits de l'homme et de la démocratie au Togo, et les appelant à continuer à rester vigilants aux côtés du peuple togolais. Nous lançons également un appel à la vigilance du peuple togolais pour qu'il continue à rester mobilisé pour faire respecter sa volonté. Quant à nous, participant à cette conférence nationale souveraine, nous devons prendre nos responsabilités devant l'histoire qui nous interpelle. La conscience de chacun est ici interpellée. Et pour notre part, nous disons à chacun qu'il nous faut aller sans peur dans le sens de l'histoire. Il ne s'agit là que d'une dette légitime à l'endroit de notre peuple par la volonté duquel nous sommes ici réunis,
pour dresser un bilan de ce régime qu'il a opprimé et exploité pendant 25 ans et déterminer les bases sur lesquelles asseoir le Togo démocratique de demain. Après avoir fait ce bilan, et ce de longue date, l'OTTD, pour sa part, est arrivé à la conclusion que la seule issue à l'avènement d'une société démocratique dans notre pays passe d'abord et avant tout par la destitution inconditionnelle et immédiate d'Eyadema et de son gouvernement. Pourquoi? Alors que sous la dictature d'Eyadema, une minorité oligarchique archi-corrompue, au service de l'impérialisme, vole et pille les richesses de notre pays, notre peuple croupit dans une profonde misère continuellement aggravée par les plans de régression du FMI, de la Banque mondiale et de la CEE. C'est ainsi qu'un rapport du Bureau international du travail sur le Togo estimait en 1984 que 36% des actifs ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté. Alors que les travailleurs salariés dits du secteur moderne représentent seulement 6,5% de la population, qui compte plus de 3 millions d'habitants, ce rapport indique que la réduction en valeur réelle de 3,5% par an entre 1974 et 1984 du SMIC en faisait le seuil de pauvreté absolue. Le même rapport indique que pour la paysannerie, qui représente 81% de la population, 86% de cette catégorie souffrent de pauvreté et un tiers de ses effectifs se trouvent rejetés en dessous du seuil de pauvreté. Un taux de mortalité infantile de 175 pour 1000, 9% seulement des enfants de 5 ans ayant reçu le vaccin anti-diphtérie tétanos coqueluche, absolument fondamental pour leur suivi, alors que la moyenne est de 30% pour tous les autres pays d'Afrique. Près de 30% des enfants victimes de malnutrition chronique dans tout le pays. Tels sont encore quelques chiffres qui indiquent en eux-mêmes l'ampleur du désastre. Alors qu'on compte un médecin national pour 183 310 habitants, le budget de la santé publique est inférieur à 5 fois ceux de l'armée et de la police, grâce auxquels cette dictature transforme notre pays en un vaste camp de concentration où on torture, assassine et réprime impunément. Après que de 81 à 83, l'aggravation de la faillite économique a conduit à une croissance négative du PIB, donc à une régression de sa production, et que sa dette extérieure sur la même période soit passée de 1 milliard à 3,91 milliards de dollars, soit un accroissement de près de 4 fois en 3 ans, le FMI a mis en coupe réglée l'économie du pays. Pour le FMI, qui a désigné depuis au Togo un administrateur délégué, véritable gouverneur colonial de la période post-indépendance, qui contrôle directement le gouvernement d'Eyadema. Il s'agit d'imposer à notre peuple le remboursement d'une dette dont ses experts savent pertinemment que le montant est dépassé de loin par la fortune personnelle qu'Eyadema a accumulée dans les banques suisses et étrangères en volant les caisses de l'État. Depuis le 1er janvier 1983 jusqu'à une période récente, les travailleurs tant du secteur public que privé ont vu leur salaire diminuer de 5% sous l'effet de l'impôt exceptionnel dit de solidarité nationale. L'alignement en baisse des salaires des secteurs parapublics et privés sur ceux du secteur public, conduisant dans de nombreux cas à la diminution des traitements de plus de 50%, au blocage du recrutement dans la fonction publique, ainsi que des avancements dans tous les secteurs, à l'augmentation de la pression fiscale, etc. Couronnant ce dispositif, une mesure a décrété leur mise à la retraite forcée, tant dans les secteurs publics que privés, après 30 ans de service, la suppression de la gratuité des soins dans les hôpitaux, aggravant au plan de la santé la régression d'un pays où régnait déjà une profonde misère. Dans le domaine de l'éducation, la situation est tout aussi catastrophique. Plus de 36% des élèves ont quitté, faute de moyens et de perspectives, les bancs de l'école dans le secondaire, la jeune génération, diplômée compris, étant réduite au chômage. Dans cette situation, le rapport du BIT dès 1983 proclamait « Si des mesures appropriées ne sont pas prises en faveur de l'emploi et des revenus salariés et non salariés, le chômage s'accroîtra annuellement de 17% jusqu'en 1990, date à laquelle il touchera sans doute plus de 40% des actifs urbains.
une telle situation sociale, si elle devait se produire, ne manquerait pas d'être explosive. Et pour répondre à M. Perret, j'ajoute, et l'explosion prévisible et prévue vint, ce fut le 5 octobre de cette année 90. Mais il faut comprendre à partir de là que c'est au nom de cette dette que tous les problèmes se sont concentrés dans notre pays. Et rappeler aussi que les origines de la dette sont en réalité dues à des causes externes. Elles viennent de la désorganisation par les USA du système financier international édifié à la fin de la Deuxième Guerre mondiale lors des accords de Bretton Woods. Conséquence directe de la guerre du Vietnam, la désindexation du dollar de l'or, en violation flagrante des règles financières et monétaires internationales par Nixon pour tenter de rétablir l'économie américaine, aggravant un désastre mondial déjà latent. Si les USA occupent le premier rang des pays les plus endettés au monde, ce n'est qu'à nos pays que l'ordre américain tente d'imposer une exploitation accrue à nos peuples pour les prendre à la gorge et tenter de leur faire payer le poids d'une crise mondiale dont ils sont en réalité le premier responsable. Pour la dette extérieure du Togo, qui était modérée jusqu'en 1973, de même que son service, qui ne représentait que 7,3% des exportations, cette dette connaîtra un accroissement exponentiel à partir de 1975. Or, si nous confrontons l'évolution de cette dette à la fortune personnelle des Yadema, qui, selon nos informations, sont estimées à 980 milliards de francs CFA, rien que pour les dépôts dans les banques suisses, plus de 1000 milliards si on comptabilise la totalité de sa fortune, nous saisissons mieux l'ensemble de la situation qui donne ceci. La dette extérieure du Togo est largement inférieure à la fortune personnelle des Yadema. On retrouve ici le fameux système des vases communicants, sans prendre en compte ce que l'impérialisme vole au Togo à travers son pillage organisé. Un premier constat s'impose. Sur ces 25 ans de pouvoir, Eyadema, à lui tout seul, sans parler de ses ministres, a progressivement volé au Togo une fortune personnelle qui équivaut à la moyenne de son PIB, c'est-à-dire à tout ce qui y est produit pendant une année. À quoi ont servi les fonds représentés par la dette? Premièrement, à l'ouverture de marchés artificiels, construction de prestige et autres. Vous les connaissez, les hôtels, y compris celui dans lequel nous sommes, etc. Des aéroports, des usines textiles, ces fameux éléphants blancs dont on a beaucoup parlé avant moi. Mais pour une part importante, les crédits pillés au peuple togolais ont été absorbés par la corruption sur laquelle s'établit le régime de la dictature. En effet, les investissements ruineux réalisés, marqués par leur incohérence et leur inadaptation aux besoins du pays, ont servi avant tout à nourrir l'enrichissement illicite de l'oligarchie au pouvoir. La corruption étant la voie la plus facile, la plus courte par laquelle on peut s'enrichir sans travailler, et qui s'est érigée en une véritable institution sur laquelle se fonde la dictature des Yadema depuis 25 ans. Dans une intervention célèbre, rapportée par la presse officielle, La Nouvelle Marche, du mardi 7 novembre 1978, Eyadema lui-même nous instruisait sur les pratiques qui ont cours au sein de la bourgeoisie togolaise dans les termes suivants. On a l'impression, lorsque nos compatriotes sont recrutés ou promis à leur poste de responsabilité, que toutes leurs ressources intellectuelles sont utilisées pour provoquer des occasions de détournement de deniers publics. Dans les choix des investissements à réaliser, les responsables ne se préoccupent plus du critère de rentabilité. Chacun cherche par tous les moyens à faire réaliser tel ou tel projet, pourvu qu'il encaisse sa commission sur le montant de l'investissement. Or, c'est l'État qui paie cette commission et le promoteur du projet ne paye rien.
Des avenants portant sur des travaux plus consistants que ceux prévus au marché principal sont signés avec complaisance. Des états fictifs sont confectionnés. Des factures des plus fantaisies sont établies, toujours avec la même intention de toucher des pots de vin. Des officines parallèles sont créées pour organiser et encourager la fraude fiscale. Une fois cette forme raffinée de détournement réalisée, et pour tromper le peuple, il se réfugie derrière un prêt d'un montant dérisoire des établissements bancaires de la place pour se lancer dans des investissements de plusieurs dizaines de millions. 4 années plus tard, le 3 décembre 82, lors du 6e Conseil national du RPT spécialement convoqué pour la circonstance, le même Eyadema revenait à la charge en faisant un discours qui, en la matière, constitue une véritable anthologie et dont voici juste quelques extraits. C'est pourquoi nous sommes convaincus, dans les cas qui nous préoccupent, que l'intelligence de nos cadres vibre plus aisément au corps de la corruption qu'à la voix de l'honneur, de l'honnêteté et du patriotisme. Nous savons qu'à l'étude des dossiers qui leur sont soumis avant la réalisation des projets, ce qui compte pour eux, c'est avant tout leur intérêt personnel, les pots de vin, leurs commissions, que les promoteurs leur verseront sous une forme ou sous une autre. Ils ne tiennent compte ni de l'intérêt du peuple, ni de la rentabilité du projet. Cela est compréhensible. La corruption, le groupe du lucre, l'appât du gain facile, ayant ruiné leur âme, annihilé leur personnalité. Quel dommage pour la nation lorsque les hommes dont la mission est de la conduire s'attellent à sa destruction. Quelle déception pour le peuple qui endure privation, consent d'énormes sacrifices, la formation de ses cadres, et qui se trouve en face d'une association d'affairistes et d'arrivistes dont le seul souci est de satisfaire leurs propres intérêts par les moyens les plus vils. Dans les ministères et les services, chaque cadre s'ingénie à placer ses cousins, ses frères, ses sœurs, ses amis, en proposant des classements de complaisance au détriment de l'État et des agents méritants. L'idée éculée qui demeure dans leur subconscient et anime leur action est et se résume à ceci: l'État c'est le blanc, l'État c'est le public, on peut en user et en abuser impunément. Fin de citation. Que dire de tout ceci? Si, après un premier constat en 1978, le même Eyadema, 4 ans plus tard, nous apprend que les maux qu'il dénonçait n'ont pas trouvé solution, mais se sont au contraire aggravés, nous sommes au minimum en droit de penser que c'est un irresponsable qui ne maîtrise nullement l'appareil d'État qu'il est censé diriger, que nous avons au pouvoir. Mais Eyadema lui-même est-il innocent? Minute, un journal français, profondément raciste, mais qu'on ne saurait soupçonner d'être subversif à l'endroit du régime d'Eyadema. Publié en septembre-octobre 1977, un article dénonçant son désir d'acheter un appartement avenue Kléber à Paris pour y faire passer un ascenseur desservant son appartement situé à l'étage au-dessus. À sa suite, le journal français Le Matin donnait les informations suivantes. Lors de la visite de Jean-Paul II au Togo en août 1985, l'AFP a indiqué dans une dépêche du 9 août à propos du palais que se faisait construire Eyadema dans son village natal, je cite, « Le palais présidentiel de Pia, immense construction couleur sable, apparaît au sommet d'une colline comme un mirage au milieu de la verte savane, parsemée de rares paillotes et de pauvres petites maisons couvertes de tôles ondulées. Le bâtiment, à peine terminé, avait coûté quelques 7 milliards de francs CFA, 140 millions de francs français, selon un occidental participant aux travaux. Occupant 3000 m² au sol, il comprend notamment un mausolée en marbre importé d'Italie, où repose la mère du président Eyadema, à côté d'un magnifique tombeau préparé pour le chef de l'État lui-même. Il possède également une chapelle protestante. Signalons qu'outre ce palais, Eyadema a acquis, à titre personnel, le château Vial au sommet des montagnes de Koussountou à côté de Palimé au Togo, et possède des châteaux, hôtels particuliers, pavillons et appartements en Allemagne, notamment en Bavière chez son défunt ami Strauss, en France, avenue du Maréchal Monoury, à Pithiviers, où résident certains de ses nombreux enfants, en Suisse, etc. Et nous savons que dans toutes les sociétés d'importance existant ou en voie de constitution au Togo,
et Adema détient des actions lui rapportant de juteux bénéfices, sans oublier les commissions et divers pots de vin que les firmes étrangères lui versent pour développer et obtenir la protection de leurs affaires au Togo. Où donc Adema, qui démagogiquement déclarait quelques années après sa prise de pouvoir qu'il ne touchait que sa solde d'officier d'environ 100 000 francs CFA, a-t-il trouvé tout cet argent ailleurs qu'en pillant les caisses de l'État? Mais fait plus grave, l'argent pillé des caisses de l'État ne suffisant pas, c'est en recourant au trafic de drogue qu'Adema et ses acolytes tentent d'arrondir leur déjà plus que confortable fin de mois. On se rappellera à ce propos de l'affaire de la cargaison de drogue découverte à bord de l'avion présidentiel d'Adema à Roissy le 8 décembre 82 et dont le journal Le Monde rendait compte dans son édition du samedi 11 décembre 82. Après cette affaire, étouffée par la suite par les autorités françaises et le gouvernement togolais, on peut bien donc voir que ce sont de véritables gangsters qui dirigent le Togo. Si quelqu'un peut nous contredire, nous lui demanderons d'apporter la preuve que les personnes mises en cause ont bel et bien été condamnées par la justice togolaise à la disposition de laquelle ils ont été mis. Mais nous savons que personne n'a fait l'objet de condamnation suite à cette affaire. Exagérons-nous. L'affaire ci-après, une autre nous en apporte une vivante confirmation. Fin 82, la station de Radio France Inter annonçait que par 2 fois, des ministres du gouvernement et Adema avaient été arrêtés à l'aéroport de Roissy par les douanes françaises, alors qu'ils convoyaient vers la Suisse des fonds d'un montant de 50 milliards de francs CFA et 6 milliards de francs CFA. Faisons remarquer tout simplement que c'était à peu près, peu après, le fameux discours d'Adema devant le Conseil national du RPT, le fameux 6e Conseil national. Aucun remous, aucune vague dans les milieux officiels de la dictature après leur retour au Togo. Ce qui permet de dire qu'Adema a été vraisemblablement lui-même leur commanditaire et nous permet de prendre la mesure de la profonde hypocrisie de son discours devant cette instance de son parti unique. À ces faits de haute moralité, entre guillemets, de la chose publique, on doit ajouter que, totalement isolée dans la population, la dictature d'Adema doit à chaque occasion piller les caisses de l'État pour acheter les soutiens dont il prétend bénéficier ou dont il a prétendu avoir bénéficié à l'intérieur du pays jusqu'alors et de la part des Togolais à l'étranger. Il est de notoriété publique dans ce pays que toutes les séances des différents groupes d'animation chargés de chanter les louanges d'Adema ou des chefs d'État étrangers qu'il reçoit ne se tiennent que grâce aux jetons de présence, etc. Et que l'argent est distribué à tout la rigueur. Revenons maintenant à la problématique de la dette pour dire qu'on ne peut comprendre après tout ceci que notre simple et inébranlable volonté est l'exigence de l'abrogation inconditionnelle de la dette du Togo et l'annulation immédiate de toutes les mesures scélérates imposées au nom de son remboursement. Nous en venons maintenant à ce que nous appelons notre acte d'accusation. Nous fondons sur tous les éléments du bilan et du contenu des communications qui nous ont précédés. Nous accusons Étienne Gnassingbé et Adema d'être le principal et premier organisateur des assassinats et crimes politiques commis, j'en ai pratiquement terminé, commis dans notre pays depuis 28 ans. Parce que nous avons affaire à un homme et à un régime qui ont perdu tout contact avec l'humanité. Nous accusons le régime de Gnassingbé et Adema de crimes contre l'humanité et demandons qu'avec ses co-responsables, Djoua et consorts, ils soient mis à la disposition de la justice pour être jugés devant un tribunal spécial dont les membres, magistrats et autres citoyens seront désignés par la Conférence nationale souveraine pour leur indépendance et intégrité. Nous proposons que ce tribunal spécial siège avec comme élément du dossier d'accusation tous les dossiers de violation des droits de l'homme et de malversation financière établis à cette conférence nationale souveraine. Nous pensons à ce sujet qu'il faut appliquer au pied de la lettre et avec toute leur rigueur à Adema lui-même
Ses propres propos tenus lors d'une réunion d'anciens combattants et d'anciens militaires où il disait « Je peux tout pardonner, mais jamais je n'accorderai mon pardon aux détourneurs de deniers publics qui sont de véritables criminels, danger pour la société tout entière. » Propos cités dans la Nouvelle Marche du 21 octobre 89. Nous proposons au minimum une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité et la déchéance à vie des droits civiques pour ceux d'entre eux qui seront reconnus coupables de crimes graves devant cette juridiction. Pour une interpellation du chef de l'État, enfin, Eyadema doit être interpellé, venir répondre de ses actes devant cette conférence nationale souveraine. Nous devons lui poser juste quelques questions, à savoir, premièrement, son rôle et sa responsabilité dans l'assassinat de Sylvanus Olympio. Nous voulons savoir pour l'histoire. Deuxièmement, son rôle et sa responsabilité dans tous les assassinats, crimes et tortures dans lesquels il a été personnellement impliqué et dont une liste exhaustive devra être établie. Troisièmement, le montant de sa fortune personnelle, l'estimation de ses biens mobiliers et immobiliers au Togo et à l'étranger. Et quatrièmement, que tous les ministres qui sont succédés au gouvernement depuis 1967 soient aussi interpellés et en cas de malversation constatée, répondre de leur gestion et restituer à l'État tous leurs biens mal acquis. Nous proposons enfin ceci, qu'il accepte de venir répondre devant cette conférence nationale souveraine ou pas, Eyadema, avec tout son gouvernement, doit être destitué. La destitution étant la sanction politique d'une gestion de 25 ans d'exaction. Au cas où il s'y opposerait, si bien évidemment la conférence adoptait cette position, nous proposons que la CNS, la Conférence nationale souveraine, décide d'appeler à une grève générale illimitée pour l'appeler à respecter cette décision. Depuis le début de cette conférence nationale souveraine, Eyadema, tout comme la plupart de ses ministres présents dans cette salle, n'arrête pas de nous narguer, bloquant les décisions de la représentation du peuple ici réuni. La volonté d'un seul homme ne peut pas se mettre au-dessus de celle de la nation tout entière. Eyadema devra se soumettre et se démettre, tout comme Richard Nixon, convaincu de malversation dans le scandale du Watergate. Les règles appliquées dans les États de droit doivent commencer à s'appliquer au Togo. Il ne s'agit pas de vengeance aveugle, mais de l'application de la justice, rien que de la justice, au nom des milliers de morts dans les camps de concentration de la dictature, des morts de la lagune de Bé, des morts qui ont payé leur vie pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Nous ne devons pas avoir peur d'appliquer le droit et la justice parce que nous sommes les représentants du peuple souverain qui seul doit décider. Parce qu'il s'agit d'une question de morale en politique, le peuple togolais se déconsidérerait aux yeux du peuple du monde entier s'il maintenait à sa tête un homme convaincu d'assassinat, de crimes contre l'humanité, de torture, de corruption et de vol. Nous proposons donc à la fin des débats un acte portant destitution de l'actuel président de la République, Étienne Gnassingbé Eyadema, et de tout son gouvernement. Nous proposons que soit mise en place immédiatement à la fin des débats un gouvernement de transition qui prendrait immédiatement fonction et aurait pour première tâche d'établir la réalité des grands comptes nationaux et de les présenter à la conférence nationale souveraine avant sa clôture. Nous serions irresponsables, écoutez-moi bien, nous serions irresponsables si nous laissions, une fois les participants rentrer chez eux, le gouvernement de transition seul devant les caisses vides de l'État. Nous nous prononçons pour des élections libres à une assemblée constituante souveraine. Nous développons ces points par la suite. Nous nous prononçons pour un État fonctionnant sur des bases démocratiques jusqu'aux élections à cette assemblée constituante souveraine, respectant la liberté d'intervention et d'action des partis et associations sur les médias pour proposer et éduquer. Nous nous prononçons pour que la richesse de la nation revienne à la nation et soit mise à sa disposition pour la reconstruction du pays. Nous devons exiger à ce titre l'inventaire par des cabinets spécialisés et le rapatriement au Togo des fonds détournés transférés sur des comptes à l'étranger. Que les pays où ces biens résident
soit informé de cette décision et qu'il prenne des mesures pour restituer au peuple togolais les biens volés, recélés sur leur territoire. Que des sanctions, poursuites devant les tribunaux internationaux, notamment le tribunal international de La Haye, remise en cause des intérêts, rupture des relations diplomatiques, etc., soient prises contre les pays qui s'opposeraient à cette volonté. Nous rejetons d'avance l'idée de demander aux travailleurs du Togo une modération des luttes revendicatives si la conférence nationale souveraine et le gouvernement de transition refusent de se donner les moyens de faire revenir cet argent dans notre pays. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les participants à la conférence nationale souveraine, nous tenons à dire ceci. 25 ans, c'est long, très long. C'est une génération sacrifiée. Cette conférence nationale souveraine a commencé à poser les bases de la démocratie, de l'état de droit, de l'équité, de la justice sociale, du bien-être pour tous les travailleurs des villes et des campagnes du Togo, pour tous les citoyens de ce pays. Trahi, bafoué, traîné dans la boue pendant 25 ans, aujourd'hui le peuple déterminé est debout pour abattre cette dictature et en finir avec Eyadema. Nous espérons que cette conférence nationale souveraine permettra à cette revendication unanime du peuple togolais de se concrétiser. À bas la dictature d'Eyadema, destitution d'Eyadema et de son gouvernement. Vive la conférence nationale souveraine, vive le Togo démocratique. Hola, bonjour.